Donc je rappelle que le livre est disponible chez Amazon. C'est vrai, je l'ai acheté là-bas. Voilà. Si vous êtes en Prime, vous l'avez le lendemain, normalement. Et sur Kindle, c'est immédiat. Voilà, c'est immédiat. Donc Eric, vous êtes l'auteur du livre L'esprit du bouddhisme en entreprise. Ma première question est donc toute simple. Avez-vous un secret, une méthode pour faire en sorte qu'un salarié enfermé dans un travail routinier arrive à le percevoir comme un travail passionnant? Alors, ça c'est une question importante, on se la pose tous. Mais d'abord, je voudrais revenir sur ce que Christophe a dit tout à l'heure. Il a dit « quand ça caille, ça caille ». Et ça, c'est profond parce que c'est la réalité. Et la réalité, c'est ce à quoi nous sommes confrontés en entreprise. Et quand on demande à 100 personnes en entreprise « est-ce que vous êtes heureux ?», il y a 98, voire 100% de personnes qui lèvent la main en disant « moi, je suis heureux » et qui essayent d'arborer un beau sourire. Qui consommons le plus d'anxiolytiques. Donc sur les gens qui ont levé la main, il y en a déjà 20% qui sont sous anxiolytiques. Ensuite, il y en a 20 autres pourcents, alors 20 autres pourcents, c'est peut-être les mêmes ou d'autres, qui au cours de leur vie professionnelle connaîtront de graves troubles psychiques, notamment liés à la dépression. Plus il y a ceux qui ont eu des décès dans leur famille ou parmi leurs amis, et qui lèvent quand même la main, parce que maintenant, il y a une espèce de dictat du bonheur, et il faut être absolument heureux en entreprise. Tout à l'heure, sous forme de boutade, Charlotte disait on va mettre un pass sourire pour rentrer dans l'entreprise. Les Chinois en sont là, puisqu'il y a des logiciels de ressources humaines qui surveillent le faciès des employés et qui, à partir de là, décodent les émotions. Alors ça commence dès l'école primaire en Chine. Donc voilà à peu près où on en est. Donc c'est très compliqué. Alors pour en revenir à ta question, le salarié qui est dans sa routine quotidienne, si en plus on lui met ce dictat du bonheur, qui ont créé une autre direction qui serait la direction du bonheur, le bonheur va rentrer dans ses objectifs et ça va être un KPI supplémentaire avec lequel on va emmerder le collaborateur. Je trouve qu'on vit dans un monde formidable. Donc ce salarié, on rejoint la question du sens. Peut-être tu peux poser la deuxième question parce que les deux questions se... Ouais. Comment expliquez-vous la perte de sens de plus en plus présente dans le monde du travail? Voilà. Alors ça aussi c'est compliqué parce qu'en France on vient de loin, parce qu'en entreprise on essaye de faire ce qu'on peut, mais alors on se dit tiens, on va évacuer la souffrance au travail. Sauf que ça fait 2000 ans qu'on nous raconte que la souffrance quelque part c'est pas mal, c'est salvateur. Si on peut mourir en martyr, on va au paradis. Et si vous tendez la joue droite, il faut tendre la joue gauche. Donc la souffrance, c'est compliqué. Après, on passe 20 ans sous l'égide de l'éducation nationale. Alors notez bien le terme, c'est l'éducation nationale. On l'a échappé belle, ça aurait pu être le dressage national. C'est venu à personne l'idée d'appeler ça le ministère de l'enrichissement de l'esprit. Alors on a appris à maîtriser parfaitement la flûte à bec. On a appris tout sur les équations différentielles. Par contre, sur le vivre ensemble, rien du tout. Absolument rien. Sur les mécanismes de l'esprit qui permettent à l'homme d'être heureux, rien du tout non plus. Et c'est vrai, je crois que c'est ce que tu disais tout à l'heure, quand on a rencontré un professeur qui touchait un peu ce domaine-là, on s'en souvient comme un phare de l'humanité. Moi, j'ai un monsieur Goffard, professeur de français de 4e, et on en a tous, d'ailleurs, je le salue. Après, pour les hommes, on a le service militaire. Alors on dit, tiens, on va essayer de prendre plaisir à ce qu'on fait, sauf qu'il y a toujours un lieutenant qui vient vous réveiller à 4 h du matin pour aller marcher sur les pistes glacées torse nu, et qui vous dit, mon petit gars, t'es là pour en baver. Je fais pas ça, moi je suis Il n'emploie pas le mot baver, hein, vous m'avez compris. Comment? Non, je fais pas ça. Il y a beaucoup de femmes dans l'Assemblée, c'est la partie préférée pour moi de l'humanité. Chez les femmes, c'est encore pire parce que les corvées, c'est pas pendant le temps de service militaire, c'est toute la vie. Et bien souvent, c'est soit vos mamans, soit vos grands-mères qui, de manière tout à fait pleine d'amour, vous ont enseigné que la vie, c'était comme ça. Donc c'est compliqué. Puis après, on se dit, tiens, on va peut-être voir avec l'autorité, avec le patron, si le patron peut nous aider à être heureux. Sauf qu'on a M. Freud qui nous a enseigné que quelque part, il fallait tuer le père. Alors ça, l'autorité, on prend un coup aussi. Parce que l'autorité, c'est pas seulement le père, c'est le patron, le N+1, c'est le curé, c'est l'instituteur,
tout ça, c'est l'autorité. Donc il ne faut pas s'étonner après que les policiers se fassent caillasser ou les pompiers, c'est tout ce qui porte uniforme. Alors on se dit, bon, il y a peut-être d'autres valeurs qu'on va aller chercher dans l'entreprise, alors on met le sport en exergue. Alors on va sponsoriser des équipes de foot, on va sponsoriser des écuries de Formule 1, sauf que les mecs, ils gagnent tous 500 000 € par mois, ils sont payés pour vendre soit de la mauvaise bière, soit des maillots, soit des sodas. Les valeurs là-dedans, moi, je ne m'y retrouve pas trop. Puis en plus, on vous dit les challenges. Alors, les challenges, c'est bien, mais il faut être premier. Parce que si vous êtes deuxième, on ne vous parle jamais de vous. Donc, c'est compliqué de trouver un sens dans l'entreprise. Mais la plus grosse escroquerie, il y en a une, c'est une escroquerie linguistique. C'est sur le mot « travail ». Parce que depuis des siècles, tenez-vous bien, on nous raconte que « travail », ça vient d'un mot latin qui serait un instrument de torture. Et après, on nous dit, soyez heureux au travail. Alors, ces dernières années, alors ça, je vous mettrai les références sur mon réseau social préféré, vous le connaissez. Depuis quelques années, les linguistes ont fait quand même de sacrées découvertes et se sont aperçus que la racine du mot travail, c'était pas du tout ça. C'était plutôt quelque chose qui serait proche de l'anglo-saxon. Et d'ailleurs, ça se ressemble, c'est travail, travel. Ça serait quelque chose qui serait lié au voyage et qui correspondrait à un champ lexical et sémantique qui parlerait du changement d'état d'une personne. Et alors là, sur le plan historique, alors l'histoire avec un grand H, ça parle. Parce que ça ramène au Tour de France des compagnons. Ça ramène aux corporations des Moyen-Âge. Et je vous encourage à visiter aujourd'hui les maisons, soit des compagnons du Tour de France, soit des compagnons du Devoir, quand ils exposent les chefs-d'œuvre des artisans. Je peux vous dire que quand on voit ce que ces gens font avec leurs mains, nous, avec nos tableaux Excel et nos KPI, on se sent vraiment tout petit et on se pose vraiment la question du sens. Parce que si le sens du travail, c'est de faire des tableaux Excel qui vont déclencher des événements de vie pour nos employés, ou qui consistent à les emmerder à longueur de journée sur les KPI, on se dit, c'est pas ça le travail. Donc la question du sens, elle se pose à chacun, et elle se pose différemment dans toutes les étapes de la vie. Elle n'est pas la même à 25 ans qu'à 50 ans, mais on se la pose tous. D'ailleurs, je vois qu'il y a des messieurs qui ont les mêmes cheveux que moi, et je pense qu'ils savent exactement de quoi je parle. Donc en entreprise, si on a la chance de trouver un manager, c'est pas la peine que ça soit. Alors quand c'est la culture Amazon ou FedEx qui est un peu la même, c'est parfait. Mais il y a beaucoup de sociétés qui n'ont pas du tout cette culture. Donc, comme on a eu la chance de trouver un professeur, il faut trouver peut-être un manager, voire un collègue. Ça peut être aussi la culture d'entreprise. Mais c'est quelque chose qui va vous porter. C'est quelque chose qui va vous porter et l'entreprise doit vous accompagner. Même si vous rentrez dans un poste, tu parlais des trieurs, des gens qui sont dans les entrepôts, il faut qu'il y ait une perspective de développement. Il faut offrir ça aux gens. C'est pourquoi la formation, c'est tellement important. Et alors, il y a aussi une autre chose, c'est que, alors, moi, la QVT, je la lie à la dignité. QVT et dignité, ça a quelque chose en commun. Il y a un philosophe qui s'appelait John Rowe, qui expliquait qu'il y a certains mots comme ça qui sont ce qu'on appelle des consensus par recoupement. C'est-à-dire personne ne sait vraiment de quoi on parle, parce qu'on a tous sa définition de la dignité, de la QVT, mais in fine, on parle tous de la même chose. Donc on peut quand même se comprendre, même si ça dévie d'un côté ou de l'autre. Et pourquoi c'est lié à la QVT? Parce que quand on arrive dans une entreprise, c'est bien beau le café gratuit, tutoyer son patron, les beaux uniformes, le baby-foot, mais au bout d'un moment, ça ne suffit plus. Et là, je parle à mes collègues qui ont un peu plus de bouteilles. Au bout d'un moment, ça ne suffit plus. Franchement, on n'en a rien à faire de tout ça. Ce qui nous intéresse, c'est la dignité. Ma dignité qu'on respecte dans l'entreprise et la dignité de l'entreprise. C'est le leadership par l'exemple. C'est-à-dire que l'entreprise doit être exemplaire
Les dirigeants doivent être exemplaires et les managers de proximité doivent aussi être exemplaires. S'ils ne le sont pas, vous pouvez installer tous les baby-foot que vous voulez. Les gens n'auront qu'une idée en tête, c'est s'en aller. Parce que bien souvent, on quitte une entreprise parce que ça ne va pas avec son N+1 ou parce qu'on n'est pas en phase avec la politique de l'entreprise. Il existe un observatoire de la dignité humaine qui, en accord avec l'Organisation des Nations Unies, a défini des critères pour les sociétés, mais là je parle pour les pays. Ces critères, je ne vais pas vous les citer tous, mais je les mettrai sur l'article que je ferai sur LinkedIn. On peut les appliquer aux sociétés. C'est basé sur la pyramide de Maslow, mais c'est un peu plus sophistiqué, on va dire. C'est la liberté de parole, c'est le droit à l'éducation. Voilà, il y en a une dizaine comme ça. Si l'entreprise s'attache à offrir ce potentiel de dignité pour tous, les gens resteront, les gens viendront. Je finirai par une anecdote et j'en ai terminé. J'ai enseigné à Subdeco il y a quelques années, et quand je parlais du lien de subordination aux premières années, il y en avait toujours un qui, dans la salle, ouvrait des grands yeux et disait « Mais monsieur, ça existe encore ?» On dit que la vérité sort de la bouche des enfants. Ce n'était pas du tout une question naïve. C'était une question que je trouve très saine et qui nous engage à tous réfléchir. Je vous remercie.